Imaginez perdre tout ce que vous aimez en quelques secondes, pour découvrir que le véritable héros était à vos côtés tout ce temps, attendant patiemment sur quatre pattes, avec un cœur plus grand que le monde. Voici une histoire vraie, qui vous donnera envie de câliner votre animal de compagnie dès aujourd'hui. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires aussi émouvantes. Le vent glacial de juin emportait avec lui l'odeur de fumée lointaine et de promesses non tenues lorsque Jean Dupont franchit pour la première fois les grilles rouillées de la ferme abandonnée. À ses côtés, Thor, un berger allemand à la robe dorée et aux yeux qui semblaient comprendre les secrets ancestraux, reniflait l'air avec une intensité qui trahissait quelque chose d'au-delà de l'évident. C'était comme si le chien pouvait sentir que cet endroit portait des histoires enfouies sous des couches de poussière et de temps. Des histoires qui allaient bientôt s'entremêler aux siennes de manière irréversible. La ferme Saint-Denis avait été vendue aux enchères après des décennies d'abandon. Et Jean, un vétérinaire de 35 ans qui portait sur ses épaules le poids d'un récent divorce et de rêves brisés, vit dans ces terres oubliées une occasion de recommencer. Les murs écaillés de la maison principale racontaient des histoires de gloire passée, tandis que la grange penchée murmurait des secrets au vent. Thor, sauvé d'une situation de maltraitance il y a 3 ans, était plus qu'un compagnon pour Jean. Il était son ancre dans un monde qui semblait avoir perdu l'équilibre, un rappel constant que la loyauté et l'amour inconditionnel existaient encore quelque part. Le premier mois fut une bataille contre le temps et les éléments. Jean se réveillait avant le lever du soleil, ses mains travaillant inlassablement pour redonner vie à cet endroit mort. Thor restait toujours à proximité, aidant parfois à éloigner les poules sauvages qui avaient envahi les lieux, ou simplement observant avec cette sagesse silencieuse que seuls les chiens possèdent. C'est lors d'une de ces matinées, alors, que Jean essayait de réparer une clôture brisée, que Sophie apparut pour la première fois. Elle arriva montée sur un cheval bai, ses cheveux noirs dansant au vent comme des serpents de soie. C'était la fille du fermier voisin, une femme de 30 ans qui portait sur ses épaules la responsabilité de maintenir la propriété de son père malade. Les yeux bruns étudièrent Jean avec un mélange de curiosité et de méfiance, comme quelqu'un qui évalue si l'étranger représente une menace ou une promesse. Thor, généralement réservé avec les inconnus, s'approcha d'elle la queue remuant, un signe que Jean avait appris à respecter au fil des ans. Sophie expliqua que la ferme Saint-Denis avait une histoire sombre. L'ancien propriétaire, un homme, aigri par la perte de son épouse, s'était isolé du monde, laissant la propriété dépérir avec son âme. Les anciens disaient qu'il avait caché quelque chose de précieux quelque part sur la propriété avant de mourir. Mais personne n'avait jamais rien trouvé d'autre que des outils rouillés et des souvenirs poussiéreux. Jean écouta l'histoire, avec le scepticisme naturel de quelqu'un qui a appris que les vrais trésors viennent rarement sous forme d'or. Le 2e mois apporta avec lui les premières tempêtes d'hiver, et avec elles, des défis qui ont mis à l'épreuve la détermination de Jean. Le toit de la maison principale commença à céder sous le poids de l'eau, et le puits qui devait fournir de l'eau potable se révéla contaminé. Ce fut Thor qui remarqua le premier le danger réel. Une nuit particulièrement orageuse, le chien se mit à aboyer frénétiquement, griffant la porte de la chambre où Jean dormait. Ses aboiements n'étaient pas de peur, mais d'alerte. Un son guttural que Jean avait appris à interpréter comme un signe de danger imminent. Suivant le chien dans l'obscurité coupée seulement par des éclairs, Jean découvrit qu'une des poutres, maîtresse de la grange, était sur le point de céder. Si elle était tombée, elle aurait emporté avec elle non seulement la structure, mais aussi les outils et les provisions qu'il y avait stockées. Travaillant sous la pluie torrentielle, l'homme et le chien réussirent à étayer la poutre avec des planches improvisées, Thor tenant la lampe entre ses dents, tandis que Jean enfonçait des clous avec des mains engourdies par le froid. Sophie apparut le lendemain matin, apportant une soupe chaude et des couvertures sèches. Elle trouva Jean et Thor dormant dans la grange, l'homme enlaçant le chien comme s'ils étaient des naufragés accrochés à une planche de salut. Ce fut le premier geste de bonté authentique entre eux, le début de quelque chose qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. Elle laissa la nourriture et repartit silencieusement, mais pas avant que Thor ne se réveille et ne lèche sa main en signe de remerciement.
Le 3e mois marqua un tournant subtil, mais significatif. La ferme commençait à montrer des signes de vie. Les clôtures étaient réparées, le toit rapiécé, et Jean avait réussi à nettoyer le puits avec l'aide de travailleurs locaux. Thor avait établi sa propre routine, patrouillant les limites de la propriété comme un gardien silencieux, toujours attentif à tout changement dans l'environnement. C'est lors d'une de ces patrouilles que le chien fit une découverte qui allait tout changer. En creusant près d'un vieux chêne, Thor découvrit quelque chose qui brillait sous la terre humide. C'était une boîte en métal, rongée par le temps mais encore intacte. À l'intérieur, Jean trouva non pas de l'or ou des bijoux, mais quelque chose d'infiniment plus précieux. De vieilles photos, des lettres d'amour jaunies et un journal détaillant la vie de l'ancien propriétaire. Les pages révélaient un homme qui aimait profondément sa femme et qui, après l'avoir perdue à cause d'une maladie cruelle, s'était refermé sur le monde, incapable de supporter la douleur de l'absence. Les lettres contenaient des instructions, détaillées sur les améliorations qu'il envisageait d'apporter à la ferme, des projets qui n'avaient jamais vu le jour en raison de son deuil paralysant. Il y avait des dessins d'un système d'irrigation révolutionnaire pour l'époque, des plans pour un verger qui approvisionnerait toute la région, et même des esquisses d'une école rurale qu'il rêvait de construire en mémoire de son épouse, qui avait été institutrice. Jean réalisa qu'il avait entre les mains non seulement l'histoire d'un homme, mais un héritage d'amour et d'espoir qui avait été enterré avec la douleur. Sophie rendait visite plus fréquemment maintenant, toujours avec une excuse pratique, mais restant plus longtemps que nécessaire. Ces visites étaient comme la pluie dans le désert, attendues et bienvenues, apportant la vie là où il n'y avait auparavant que l'attente. Un après-midi particulièrement chaud, le soleil suspendu au ciel comme un fruit trop mûr, alors qu'elle aidait Jean à planter les premiers arbres du verger en suivant les plans trouvés, elle révéla sa propre histoire. La sueur coulait sur ses tempes, tandis que ses mains travaillaient la terre rouge. Et c'est alors, entre la plantation d'un jeune arbre et un autre, que les mots s'échappèrent. Son père luttait contre un cancer agressif, chaque jour une bataille silencieuse qu'elle menait à ses côtés. Elle avait abandonné une carrière prometteuse d'ingénieur agronome dans la capitale, laissant derrière elle un fiancé qui ne comprenait pas que certains choix ne sont pas faits avec la tête, mais avec le cœur. La confession s'accompagna de larmes qu'elle essaya de cacher en détournant le visage. Mais Thor, avec cette sensibilité inexplicable des chiens, s'approcha et posa sa tête sur ses genoux. Le moment se prolongea, sacré dans sa simplicité, tandis que Jean observait comment ses mains, si fortes au travail de la terre, tremblaient légèrement en caressant la tête du chien. Le 4e mois apporta un défi qu'aucun d'eux n'avait prévu. L'automne arrivait, peignant les feuilles en or et en rouge, mais il apportait avec lui des ombres plus sombres que le changement des saisons. Une société minière, Meridian Corp, avait découvert des indices de minerais de fer dans la région et commença à faire pression sur les petits propriétaires pour qu'ils vendent leurs terres. Les premiers signes arrivèrent subtilement, comme des serpents glissant dans la haute herbe. Des hommes en costumes sombres et lunettes fumées apparaissaient dans les propriétés voisines, leurs offres généreuses cachant des griffes acérées. Jean reçut la première proposition un matin où le givre recouvrait encore les champs. L'enveloppe élégante contrastant avec ses mains calleuses. Les chiffres dansaient devant ses yeux, des valeurs qui régleraient ses problèmes financiers une fois pour toutes, qui paieraient les dettes du divorce et qui lui permettraient de recommencer ailleurs. Mais chaque fois qu'il envisageait d'accepter, chaque fois que ses doigts se rapprochaient du stylo pour signer, Thor devenait agité. Le chien se mettait à tourner en rond, ses gémissements bas emplissant l'air d'une appréhension palpable. C'était comme s'il pouvait sentir la trahison imminente des rêves qui étaient en train d'être construits à cet endroit. Comme si les racines qu'ils avaient commencé à créer dans cette terre criaient à travers lui. La pression augmenta progressivement, comme de l'eau bouillant lentement jusqu'au point d'ébullition. D'abord, les visites cordiales devinrent insistantes. Puis de petits incidents commencèrent à se produire. Un lundi gris, Jean trouva une partie de sa clôture coupée, le fil barbelé tordu comme si des mains cruelles s'étaient amusées de la destruction. Thor renifla les lieux pendant des heures, mémorisant des odeurs étranges que le vent avait du mal à disperser. La semaine suivante,
Le puits se réveilla avec une odeur étrange, huileuse, qui fit reculer Thor en grognant, lorsque Jean s'approcha pour enquêter. Des tests ultérieurs révélèrent une contamination au gasoil, suffisamment subtile pour passer inaperçue pendant des jours, mais assez puissante pour rendre l'eau impropre à la consommation. Pendant que Jean travaillait pour drainer et nettoyer le puits, Thor maintenait une surveillance constante, son poil hérissé comme des antennes captant des signaux invisibles de danger. La violence escalada un matin qui commença par le chant mélancolique d'une chouette. Jean se réveilla avec Thor grognant bas, un son provenant du fond de sa gorge et qu'il avait appris à craindre. Suivant le chien jusqu'au pâturage, il trouva Thor à terre, de la mousse rosée au coin de la bouche, le corps tremblant de spasmes. À côté, des morceaux de viande crue éparpillés stratégiquement, le poison brillant encore à sa surface graisseuse. Le vétérinaire en lui prit le contrôle avec une précision chirurgicale. Des doigts entraînés induisirent les vomissements, du charbon actif fut administré. Des perfusions intraveineuses improvisées avec du matériel qu'il gardait toujours pour les urgences. Ce furent des heures d'agonie, Thor luttant contre le poison tandis que Jean luttait contre le désespoir. Le chien survécut, mais ne sortit pas indemne. Une profonde coupure à la patte arrière, probablement faite en essayant d'échapper à celui qui avait répandu le poison, nécessita 15 points de suture. En suturant la blessure de son compagnon, les mains de Jean tremblaient non pas de peur, mais d'une colère froide qui s'était logée dans sa poitrine comme un morceau de glace. Quelqu'un avait franchi une ligne. Il ne s'agissait plus de terre ou d'argent, mais de la vie de celui qui était devenu sa famille, son havre de paix dans un monde d'orage. Sophie arriva cet après-midi-là et trouva Jean assis à côté de Thor qui dormait sous l'effet de sédatifs. La vulnérabilité dans ses yeux la toucha profondément, et pour la première fois, elle prit l'initiative de l'embrasser. Ce fut une étreinte longue, chargée de promesses non dites et de peurs partagées. Lorsqu'ils se séparèrent, elle sortit de sa poche un petit amulette qui avait appartenu à sa mère et le plaça sur le collier de Thor. C'était un geste de protection, mais aussi d'engagement. Le 5e mois fut marqué par une escalade, des tensions qui transforma la paisible région rurale en un champ de bataille silencieux. La société minière, voyant que les tactiques subtiles ne fonctionnaient pas, passa à l'action dans l'ombre avec plus d'agressivité. D'autres fermiers de la région commencèrent à signaler des incidents similaires. Du bétail apparaissant malade sans explication, des cultures qui flétrissaient du jour au lendemain, des puits contaminés par des produits chimiques. La peur se répandait comme une brume matinale, s'infiltrant dans chaque conversation, chaque regard échangé au marché local. Jean et Sophie formèrent une alliance avec les résistants, transformant la cuisine de la ferme Saint-Denis en un quartier général improvisé. Des cartes furent étalées sur la table en bois rustique, des marques rouges indiquant les propriétés déjà vendues, des bleus montrant celles qui résistaient encore. Thor, même en convalescence, insistait pour participer à toutes les réunions, couché aux pieds de Jean, mais les oreilles toujours attentives, comme s'il comprenait que l'avenir de son territoire était en train d'être décidé lors de ces conversations. C'est lors d'une de ces réunions, une nuit où le vent hurlait comme des loups affamés, que l'impensable arriva. Le groupe venait de se disperser, chacun retournant à sa propriété sous le manteau protecteur de l'obscurité, lorsque Thor commença à manifester une agitation inhabituelle. Il courait d'un côté à l'autre, aboyant dans le vide, son museau pointé vers le ciel comme s'il pouvait sentir le danger dans l'air même. Jean essaya de le calmer, mais le chien était inconsolable. Puis l'odeur arriva, subtile au début, puis indubitable. De la fumée. La lueur orange à l'horizon confirma ses pires craintes. La grange était en feu. Un incendie a commencé dans la grange de Jean une nuit sans lune, lorsque les ténèbres étaient si denses qu'elles semblaient avoir une texture. Les flammes ont commencé sournoisement, léchant les planches sèches comme des langues affamées, alimentées par le foin stocké et le bois desséché par des décennies de soleil. Le feu prit une ampleur effrayante, se transformant en un monstre rugissant qui dévora des années de travail en quelques minutes. Jean dormait d'un sommeil lourd d'épuisement, les jours de tension et de surveillance constante faisant enfin leur effet.
Ses rêves étaient perturbés par des images de Thor courant dans des champs infinis, toujours hors de portée, toujours avertissant d'un danger qu'il ne pouvait pas voir. C'est le son qui l'a réveillé en premier, non pas le crépitement des Bakiasiaks, flammes, mais le désespoir dans l'aboiement de Thor. Le chien n'aboyait pas, seulement il essayait littéralement d'arracher Jean du lit. Ses pattes griffaient le matelas, ses dents tiraient à la couette, et quand cela n'a pas fonctionné, Thor a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a mordu le bras de son maître. Pas assez fort pour faire mal, mais suffisamment pour transmettre l'urgence absolue du moment. La fumée s'infiltrait déjà sous la porte lorsque Jean comprit enfin le danger. L'air était épais, irrespirable, chargé de cendres qui dansaient, comme des flocons de neige noire. Thor le guida à travers la maison, ses aboiements coupant l'obscurité enfumée comme un phare sonore. Chaque pas était une lutte contre l'instinct de s'allonger et de laisser le sommeil envenimé de la fumée l'emporter. Ils réussirent à atteindre la porte d'entrée au moment où une poutre du plafond s'effondra là où ils se trouvaient quelques secondes auparavant. L'air nocturne entra dans leurs poumons comme de l'eau froide, douloureux mais vital. Jean s'effondra à genoux sur l'herbe humide de rosée, toussant, les yeux larmoyants, lorsqu'il réalisa que Thor n'était pas assez côté. Le chien était retourné vers les flammes. Les cris de Jean se perdirent dans le rugissement des flammes. Il essaya de suivre Thor, mais la chaleur était un mur solide qui le repoussait. Chaque seconde s'étira comme des heures d'agonie tandis qu'il observait, impuissant, la silhouette de son compagnon disparaître dans la fumée dense. Le feu s'était propagé à la maison principale maintenant, les fenêtres explosant sous la chaleur, le toit commençant à céder par sections. Des voisins commencèrent à arriver, alertés par la lueur infernale à l'horizon. Des seaux d'eau furent passés de main en main dans un courant désespéré, mais c'était comme essayer d'éteindre le soleil avec des larmes. Jean ne participa pas aux efforts, ses yeux fixés sur l'endroit où Thor avait disparu, ses lèvres murmurant des promesses et des supplications que le vent emportait vers les flammes. Puis, alors que l'espoir commençait à s'évanouir comme l'eau dans les seaux, une forme sombre émergea de l'enfer. Thor chancelait, son poil brûlé laissant échapper de la fumée, ses pattes laissant des traces de sang sur la terre, mais sa mâchoire était fermement serrée autour de quelque chose. Ce n'était pas un objet quelconque que le chien avait risqué sa vie pour sauver, mais la boîte en métal contenant les souvenirs et les plans de l'ancien propriétaire. Le métal était trop chaud pour être touché, brûlant la gueule de Thor, mais il ne lâcha pas avant de déposer le trésor aux pieds de Jean. Ce n'est qu'alors que ses jambes cédèrent, le corps épuisé succombant enfin à l'effort surhumain. Jean le prit dans ses bras, sentant la chaleur irradiée du poil brûlé. Les zones où le feu avait été le plus cruel, révélant une peau rouge et des cloques déjà formées. Sophie arriva avec la camionnette de son père, conduisant comme si le diable la poursuivait. Elle sauta avant même que le véhicule ne s'arrête complètement, ses yeux enregistrant la dévastation en quelques secondes avant de se concentrer sur ce qui importait. Ensemble, ils transportèrent Thor à l'arrière de la camionnette, Jean tenant la tête du chien dans ses bras, tandis que Sophie accélérait sur la route de terre, chaque trou arrachant un gémissement de douleur à l'animal blessé. Le vétérinaire. Jean travailla à travers les larmes, ses mains exécutant des procédures qu'il connaissait par cœur, tandis que son cœur se brisait à chaque gémissement de Thor. Les brûlures étaient étendues, couvrant près de 30% du corps du chien. Les pattes étaient le pire, la peau complètement détruite là où il avait marché sur des braises pour atteindre la boîte. Sophie assista en silence, passant les instruments et les médicaments, ses propres larmes tombant silencieusement tandis qu'elle tenait une lampe pour éclairer le travail. Ce furent des heures de procédures délicates, nettoyant les plaies, appliquant des pommades, administrant des analgésiques. Thor resta conscient tout au long du processus, ses yeux ne quittant jamais le visage de Jean, comme si sa présence était la seule anesthésie dont il avait besoin. Lorsque le soleil se leva, peignant le ciel de couleurs qui semblait se moquer de la destruction de la nuit, Thor s'endormit enfin, son corps épuisé trouvant refuge dans l'inconscience. Sophie prit une décision à ce moment-là, observant Jean surveiller le sommeil agité de Thor. Elle prit son téléphone portable,
et appela Manuel Martin, un avocat spécialisé en droit de l'environnement qui avait été son camarade de classe et qui travaillait maintenant sur de grandes affaires, de crimes environnementaux dans la capitale. Il était temps de se battre avec d'autres armes. Il était temps de transformer la douleur en action. Pendant que Jean soignait Thor les jours suivants, Sophie coordonnait une opération de guerre juridique. Manuel arriva 2 jours plus tard, accompagné d'une équipe d'enquêteurs. Ce qu'ils découvrirent dépassa les attentes. Meridian Corp utilisait non seulement des tactiques illégales de coercition, mais ses études géologiques étaient frauduleuses. Il n'y avait pas de minerais de fer significatifs dans la région. Ce qu'ils voulaient vraiment, c'était l'accès aux sources d'eau qui coulaient sous les propriétés, une ressource qui serait infiniment plus précieuse dans les prochaines décennies. De plus, les forages qui avaient commencé en secret contaminaient systématiquement les nappes phréatiques, une tentative de rendre les terres impropres à l'agriculture et de forcer les ventes à des prix dérisoires. Des documents obtenus par un informateur interne ont révélé des conversations où les dirigeants discutaient ouvertement de l'accélération du processus de persuasion par le biais d'incidents contrôlés. La découverte changea tout. Ce n'était plus une bataille de David contre Goliath, mais une guerre où David avait trouvé la bonne pierre pour sa fronde. Jean, maintenant vivant dans une structure improvisée pendant qu'il reconstruisait la maison, travailla inlassablement pour mettre en œuvre les plans d'irrigation trouvés dans le journal, sachant que des terres productives seraient plus difficiles à exproprier. Thor, les pattes encore bandées, insistait pour maintenir sa vigilance. Un matin de brouillard épais, son comportement devint particulièrement agité. Il reniflait l'air et gémissait doucement, un son que Jean avait appris à associer à un danger imminent, mais encore non manifesté. Suivant l'instinct du chien, ils découvrirent que la société minière avait commencé des forages clandestins sur la propriété voisine, menaçant de contaminer toute la nappe phréatique de la région. La découverte fut le catalyseur d'une mobilisation sans précédent. Sophie utilisa ses contacts pour alerter la presse, tandis que Jean organisait les fermiers dans une coopérative formelle. Thor, même blessé, devint un symbole involontaire de la résistance, son histoire de loyauté et de courage inspirant le soutien d'endroits inattendus. Des dons commencèrent à arriver, ainsi que des bénévoles prêts à aider dans la lutte contre la société minière. C'est lors d'un après-midi de pluie fine que Sophie et Jean finirent par admettre ce qui avait grandi entre eux. Ils plantaient les derniers arbres du verger lorsqu'elle s'arrêta, les mains sales de terre, et dit simplement qu'elle ne pouvait pas imaginer cet endroit sans lui. Jean répondit non pas avec des mots, mais avec un baiser qui avait le goût de la pluie et des promesses. Thor, observant de sa place habituelle sous le porche improvisé, remua la queue en signe d'approbation silencieuse. La bataille juridique qui suivit fut épique dans sa complexité. Manuel Martin s'avéra être un stratège brillant, utilisant chaque preuve comme une pièce d'échec soigneusement positionnée. Les médias furent alertés et l'histoire de Thor, le chien qui avait sauvé des documents historiques d'un incendie criminel, captiva l'imagination du public. Des photos de ses pattes bandées circulèrent sur les réseaux sociaux, faisant de lui un symbole involontaire de résistance contre la cupidité des entreprises. Jean, maintenant vivant dans une structure improvisée au fond de la propriété de Sophie, partageait son temps entre les soins de Thor et la reconstruction de ce qui avait été détruit. Mais il n'était pas seul. La communauté, inspirée par le courage du chien et la détermination de son maître, organisa des chantiers. Chaque week-end, des dizaines de personnes arrivaient avec des outils, du matériel et des mains prêtes à aider. Thor observait tout de sa place d'honneur sous une bâche improvisée, ses pattes encore bandées mais ses yeux attentifs. Il avait changé après l'incendie. Il était toujours le gardien vigilant, mais il y avait une sagesse plus profonde dans son regard, comme s'il comprenait que son rôle avait dépassé la simple protection physique. Il était maintenant le cœur battant d'une communauté en transformation. Le système d'irrigation des anciens plans commença à prendre forme sous la supervision de Sophie, qui révéla ses connaissances d'ingénieur agronome avec une passion renouvelée. Chaque fossé creusé, chaque tuyau installé était un acte de rébellion contre ceux qui voulaient transformer des terres fertiles en dévastation.
Le verger, même jeune, montrait déjà des signes prometteurs, les jeunes arbres résistants, bravement à l'hiver qui approchait. C'est un après-midi de vent froid, 6 mois après l'incendie, que la décision de justice arriva. Meridian Corps fut non seulement empêchée d'opérer dans la région, mais elle ferait face à des poursuites pénales pour ses méthodes. Les dirigeants furent arrêtés, y compris le responsable direct des incidents. La victoire fut complète, et comme toutes les victoires importantes, elle eut son prix. Thor avait lutté bravement pendant sa convalescence, mais les dommages causés par l'empoisonnement, suivis des brûlures, avaient fait payer un prix trop élevé à son corps. Un matin où le premier gel de l'hiver recouvrait les champs comme un linceul de cristal, Jean trouva son compagnon respirant avec difficulté, la poitrine montant et descendant, à un rythme irrégulier. Le vétérinaire en lui savait ce qui se passait, mais l'homme refusait d'accepter. Sophie arriva pour le trouver agenouillé à côté de Thor, tenant la patte du chien comme s'il pouvait transmettre sa propre force vitale par le toucher. Elle s'agenouilla à côté d'eux, ses larmes tombant silencieusement sur la fourrure, encore marquée par les cicatrices du feu. Thor lutta toute la journée et toute la nuit, ses yeux ne quittant jamais le visage de Jean. C'était comme s'il voulait mémoriser chaque ligne, chaque expression, pour emporter avec lui dans ce dernier voyage. Sophie resta avec eux, chantant parfois des chansons que sa mère avait l'habitude de chanter, ou simplement offrant sa présence silencieuse comme encre dans une mer de douleur. Lorsque le soleil se leva sur la ferme Saint-Denis, teignant le ciel de tons roses et dorés qui semblait trop gentil pour le moment, Thor poussa son dernier soupir. Ce fut doux, presque imperceptible, comme s'il ne voulait pas causer plus de douleur à l'homme qui avait été son monde. Jean le serra longtemps après, son corps secoué de sanglots, qui venaient d'un endroit si profond qu'il semblait arracher des morceaux de son âme. Les funérailles de Thor furent différentes de tout ce que la région avait jamais vu. Ce bain ne fut pas seulement un adieu à un animal, mais une célébration d'une vie qui avait touché et transformé tant d'autres. Des gens sont venus de fermes lointaines, certains qui ne connaissaient même pas Jean personnellement, mais qui avaient entendu l'histoire du chien héros. Il fut enterré sous le grand chêne qui se trouvait au point le plus haut de la propriété, d'où l'on pouvait voir toute l'étendue des terres qu'il avait aidé à protéger. Jean avait construit une petite pierre tombale où il avait gravé de ses propres mains « Thor, gardien, ami, héros. Son amour vivra dans chaque arbre qui poussera sur cette terre. » Sophie prit la main de Jean pendant toute la cérémonie, et quand il voulut parler mais que les mots ne venaient pas, elle parla pour lui. Elle raconta le courage de Thor, comment il avait appris à tous qu'aimer n'est pas seulement un sentiment, mais un choix quotidien de placer le bien-être de l'autre au-dessus du sien. Elle raconta comment un animal avait montré plus d'humanité que beaucoup d'humains, et comment son sacrifice avait sauvé non seulement des documents ou des terres, mais l'esprit d'une communauté entière. Les mois qui suivirent furent de reconstruction, non seulement physique mais émotionnelle. Jean se jeta au travail avec une intensité qui inquiétait Sophie, mais elle comprenait. C'était sa façon d'honorer Thor, de transformer la douleur en quelque chose de productif. La maison fut reconstruite, plus grande et plus solide qu'avant. Le verger fleurit, les premiers fruits apparaissant comme des miracles multicolores parmi les feuillages. L'école rurale, qui n'était qu'un rêve dans le journal jaunâtre, commença à prendre forme. Jean insista pour qu'elle soit construite près de l'arbre où Thor était enterré, afin que les enfants puissent apprendre non seulement les mathématiques et le français, mais aussi le courage, la loyauté et l'amour. Sophie coordonna le projet, faisant venir des enseignants de la capitale qui furent enchantés par l'idée d'une école qui enseignerait non seulement le programme traditionnel, mais aussi l'agriculture durable, le soin des animaux et le respect de la terre. Et, pendant la construction de l'école, un après-midi où le soleil se couchait en peignant le ciel des mêmes couleurs que le jour où Thor était parti, que Jing entendit un son qui le fit s'arrêter. C'était un gémissement bas, presque inaudible, venant de derrière une pile de bois. En enquêtant, il trouva un chiot, pas plus âgé de quelques mois, maigre et effrayé, aux poils dorés qui brillaient sous la lumière du crépuscule. Le chiot l'observa avec des yeux qui semblaient d'anciennes âmes dans un corps nouveau, un doré qui rappelait des champs de blé mûrs.
Lorsque Jean tendit la main, le petit chien s'approcha prudemment, reniflant avant de lécher timidement ses doigts. Sophie, qui avait observé la scène de loin, s'approcha lentement, le cœur serré par la ressemblance du moment. « Ce n'est pas lui », dit Jean doucement, plus à lui-même qu'à elle. « Ça ne pourrait jamais l'être. »« Non », acquiesça Sophie, s'agenouillant à côté de lui. « Mais c'est peut-être sa façon de dire que tout va bien pour aller de l'avant. » Le sartre dit. Chio, comme s'il comprenait, monta sur les genoux de Jean et s'y blottit un petit soleil doré contre les ténèbres qui avaient résidé dans sa poitrine pendant si longtemps. Ce n'était pas un remplacement, mais une continuation. Ce n'était pas la fin d'une histoire, mais le début d'un nouveau chapitre. Ils l'appelèrent Apollon, le dieu du soleil et de la lumière, car c'est ce qu'il avait ramené dans leur vie. Apollon grandit fort et en bonne santé, développant de nombreuses caractéristiques qui avaient rendu Thor spécial. Il avait le même instinct protecteur, la même intelligence aiguë, mais aussi sa propre personnalité unique. Là où Thor avait été sérieux et concentré, Apollon était espiègle et curieux, apportant des rires là où il n'y avait auparavant que des souvenirs douloureux. La ferme Saint-Denis fleurit au-delà de tous les rêves. Le système d'irrigation transforma les terres arides en champs verdoyants. Le verger devint la fierté de la région, fournissant des fruits aux écoles et aux hôpitaux. L'école rurale, officiellement appelée École Thor, à la suite d'un vote unanime de la communauté, devint un modèle pour d'autres régions, montrant que l'éducation et l'agriculture pouvaient marcher ensemble. Jean et Sophie se marièrent sous le même chêne, où Thor reposait, lors d'une cérémonie simple qui rassembla toute la communauté. Apollon fut le porteur des alliances, remplissant son rôle avec une gravité comique qui arracha des rires et des larmes à parts égales. Lorsque les jeunes mariés échangèrent leurs vœux, ils parlèrent non seulement d'amour l'un pour l'autre, mais d'un amour plus grand pour la terre, pour la communauté, pour l'héritage qu'ils construisaient ensemble. Des années plus tard, lorsque les enfants couraient dans les vergers et que l'école était pleine de vie et de rire, Jean montait, toujours jusqu'à l'arbre de Thor chaque matin, non pas par tristesse mais par gratitude. Là, avec Apollon à ses côtés et le soleil se levant sur des terres qui avaient été sauvées par l'amour et le courage d'un chien extraordinaire, il comprit que certaines histoires ne se terminent pas par la mort, elles se transforment simplement. Le vent qui soufflait à travers les feuilles du chêne semblait porter les échos d'un aboiement lointain, non pas d'adieu, mais d'approbation. La ferme Saint-Denis était devenue ce que l'ancien propriétaire avait rêvé, ce que Jean avait lutté pour construire, ce que Thor avait donné sa vie pour protéger, un endroit où l'amour prenait des racines aussi profondes que les arbres, où la loyauté était enseignée par l'exemple, et où chaque aube apportait la promesse que les sacrifices du passé n'avaient pas été vains. Et ainsi, lorsque les visiteurs arrivaient et posaient des questions sur l'histoire de l'endroit, Jean les emmenait jusqu'à l'arbre, Apollon trottinant fièrement à côté, et racontait l'histoire d'un chien qui avait été plus qu'un animal, plus qu'un ami. Il racontait l'histoire de Thor, le gardien qui avait appris à toute une communauté que le véritable héroïsme ne réside pas dans de grands gestes, mais dans la disposition quotidienne à placer l'amour au-dessus de la peur, la loyauté au-dessus du profit et le bien commun au-dessus de l'intérêt personnel. Et invariablement, à la fin de l'histoire, avec le soleil se couchant et peignant le ciel de couleurs d'espoir, Jean posait la même question qui résonnait au-delà, des mots atteignant le cœur de chaque auditeur. Et vous, à quel moment permettrez-vous que la loyauté et l'amour transforment votre propre désert en jardin ?